Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique, le dernier de la saison. Pour nous accompagner ce soir, Valéran de Saint-Just, candidat Front National pour les élections régionales en Ile-de-France. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Valéran de Saint-Just, bonsoir. Bonsoir du coup. Vous êtes né le 6 juillet 1950, vous avez donc 64 ans, avocat de formation, vous avez plaidé notamment devant la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. On peut lire sur internet que vous avez grandi dans un univers familial marqué par l'antigaullisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'antigaullisme? Si déjà c'est vrai, si c'est vérifié. Oui, non, c'est vrai. C'est surtout, moi j'avais 12 ans au moment de la guerre d'Algérie. Donc j'habitais la province, je ne m'en souviens pas extraordinairement bien, mais les années d'après, dans ma famille, ont été marquées par une certaine détestation de la façon dont Charles de Gaulle a abandonné les pieds noirs, les harkis et puis aussi, il faut dire, les Algériens. C'est une position plutôt originale pour un homme politique aujourd'hui, puisque tout le monde se revendique du gaullisme. Oui, d'accord, mais bon, moi je dis ce que je pense. Puis d'ailleurs, le gaullisme, je pense que ça n'existe pas. Il n'y a pas de isme qui sorte comme ça d'une personne. On peut être royaliste, anarchiste, républicain, démocrate, etc. Mais être gaulliste, c'est s'attacher à un homme. Et franchement, il a fait des choses importantes dans la vie, c'est sûr. Hein. Mais à l'époque, entre 1962 et 1970, où j'ai 20 ans, c'est même pas dans ma famille, hein, c'est dans mon milieu, chez mes amis. On est très marqué par ces suites très brutales et absolument pas nécessaires de la façon dont a été menée la fin de la guerre d'Algérie. Vous avez adhéré au Front National en 1987, vous avez été durant de nombreuses années l'avocat du parti, et notamment de Jean-Marie Le Pen. Entre 1995 et 2008, vous êtes conseiller municipal à Soissons, une ville de Picardie. En Picardie, vous êtes également conseiller régional depuis 2010. L'an passé, vous avez tenté votre chance pour les municipales de Paris, mais vous n'avez pas passé le premier tour avec un peu plus de 6% des suffrages. Exact. Au sein du Front National, vous occupez aujourd'hui plusieurs fonctions, trésorier, je l'ai déjà dit, mais également membre du bureau exécutif, du bureau politique, du comité central et secrétaire départemental à Paris. Voilà. Avec vous, on va parler de l'actualité de votre parti et des élections régionales, mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Alors, le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. C'est pour faire connaissance avec vous et connaître votre avis sur l'actualité. Quand Nicolas Sarkozy, président du parti Les Républicains, compare l'afflux de migrants en Europe à une grosse fuite d'eau, vous partagez son point de vue imagé ou s'agit-il d'un dérapage verbal selon vous? C'est extraordinaire qu'on considère ça en 2015 comme un dérapage verbal. Moi, je me souviens qu'il y a 25 ans, 30 ans, Giscard d'Estaing a été poursuivi pénalement pour provocation à la haine raciale pour avoir utilisé le mot invasion. Alors éventuellement invasion, mais fuite d'eau ou inondation, franchement, alors que les problèmes d'immigration et d'arrivée des clandestins se sont multipliés, je trouve que c'est vraiment une mauvaise querelle que l'on fait à Nicolas Sarkozy, que je n'aime pas du tout par ailleurs. Seulement 45% des Français maîtrisent les règles fondamentales d'orthographe selon le baromètre Voltaire. Selon vous, à qui la faute? Aux parents, aux enseignants ou aux nouvelles technologies? Monsieur, vous me dites des questions brèves et des réponses brèves, mais notre époque est marquée par la faillite du système de l'éducation nationale. Donc c'est la faute de l'éducation nationale? Oui, c'est la faute de l'éducation nationale. Le système a failli. Et tout ça a des conséquences extrêmement graves. Et une bonne partie de ce que nous connaissons dans les 203 quartiers classés zones urbaines sensibles en Ile-de-France, et notamment dans les Yvelines, provient de cette faillite de l'éducation nationale. Comment voulez-vous, en dehors des questions d'orthographe, que des enseignants puissent faire classe quand il y a une dizaine de nationalités différentes dans une même classe? D'ailleurs, on revient aux questions d'orthographe parce que personne ne parle bien. Enfin, le français ne peut plus être véritablement enseigné.
notamment. Et donc, votre question est très importante et nécessiterait de grands développements. Une émission Mais on peut spéciale. mettre le point là-dessus. Alors ça devrait être beaucoup plus rapide. Connaissez-vous le nom de la présidente de la Cour pénale internationale qui siège à La Haye en ce moment? C'est pas forcément un piège, mais je me suis dit que vous y aviez travaillé. Mais si je réponds, je pourrais revenir la semaine prochaine. Vous pourrez. C'est des questions pour un champion. Ah, c'est difficile, je le savais pas moi non plus. Non, c'est une dame africaine, je crois. Non, elle est argentine. Argentine, Ça a changé. bon, bah alors, Il s'agit de Silvia Alejandra Fernandez de Gourmendi. Bon, vous me passerez l'accent. De toute façon, si vous me laissiez parler sur la Cour pénale internationale, je pourrais en dire beaucoup. Et c'est pour ça dire que je ne la connais pas. Pour passer une bonne soirée, est-ce que vous choisissez Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen ou Florian Philippot? Jean-Marie Le Pen. Pourquoi? Parce que c'est l'homme le plus cultivé, le plus disert, le plus agréable que je connaisse pour un déjeuner, un dîner ou une soirée. Dominique Strauss-Kahn a été récemment relaxé dans l'affaire du Carlton. C'est la fin de 4 ans d'ennuis judiciaires et d'affaires de mœurs. Pensez-vous que Dominique Strauss-Kahn pourra revenir en politique? Est-ce qu'on meurt vraiment en politique? Non, parce que quand on voit, vous êtes des Yvelines, le fait que M. Bédier puisse à nouveau être président du Conseil général des Yvelines et que l'ex-UMP, les prétendus républicains actuels, présentent, donc ont le culot de représenter des gens comme Pierre Bédier ou Manuel Achliman à Asnières là, pour ces élections partielles de dimanche municipal raté, on ne meurt jamais en politique. On peut être coupable de toute turpitude, être condamné et après revenir sans aucun problème. Mais c'est quand même un problème. Pénalisation des clients des prostituées, suppression du délit de racolage passif, ces mesures adoptées récemment par l'Assemblée nationale vont-elles dans le bon sens pour vous? C'est ma dernière question, après on parle du Front National. La prostitution a toujours existé, je ne vois pas vraiment comment la supprimer. Tout ce qu'il faudrait, c'est qu'elle soit moins visible dans les rues d'Île-de-France, de Paris, etc., sur les grandes nationales à l'heure actuelle. Je n'ai pas de véritable solution. Non, je ne sais pas. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Premier thème de l'hebdo politique, nous allons parler de l'actualité qui touche votre parti, à commencer par les résultats des dernières élections municipales partielles. Vous avez vaguement évoqué la question. Il y en avait 5 dimanche dernier. Vous n'étiez présent au second tour, quand je dis vous, c'est le Front National, que dans l'une d'entre elles, à Pont-au-Combo, dans la Seine-et-Marne. Et vous avez terminé dernier du second tour, c'est-à-dire 4e précisément. Vous faites moins bien qu'en mars 2014. Votre candidat a réuni moins de voix qu'au premier tour également. Est-ce que ces derniers résultats, les plus frais, ne sont pas très encourageants, n'est-ce pas, pour le Front National? Vous avez peut-être une autre analyse à faire de... Oui. Non, mais c'est vrai qu'on aurait préféré faire de meilleurs résultats, mais je crois qu'à l'analyse, il faut regarder surtout le taux de participation qui a été extrêmement faible pour une élection municipale. 37% pour Pont-au-Combo. Oui, c'est assez dramatique. Et il faut constater que les électeurs du Front National ne se sont certainement pas déplacés pour cette élection. Pourquoi, selon vous? C'est peut-être un peu de notre faute, c'est possible, mais on reste quand même très confiant puisque vous n'avez pas parlé de la seule qui soit vraiment très bonne pour nous, c'est celle du Pontet, qui n'était pas dimanche dernier, qui était il y a 15 jours, où le maire sortant annulé, Joris Ebrard, retrouve sa place avec, au premier tour avec 60% des voix. Ah, vous voyez, voilà. Dans les Hauts-de-Seine, c'est complètement verrouillé. Il y a un clientélisme absolument incroyable à Asnières, à Clichy, à Puteaux, et ceci explique peut-être cela aussi. Vous ne pensez pas également que les affaires internes, les histoires familiales, les querelles au sein de votre parti ces dernières semaines ont pu jouer sur... Peut-être. C'est très difficile à savoir, mais peut-être, encore que quand on fait les sondages pour les régionales à l'heure actuelle, c'est quand même très bon. Alors, voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré faire des scores meilleurs. Mais c'est toujours très difficile. Au municipal, c'est toujours difficile pour nous. Et municipal partiel, c'est encore plus difficile. En tout cas, c'est l'avis de Jean-Marie Le Pen qui, dans l'entre-deux-tours, a tweeté. Il a dit des diabolisations et suspension du président d'honneur. Le FN s'écroule aux 4 élections partielles. Il n'y a pas si tort, vous ne disiez pas le tweet jusqu'au bout. Hein. Si, c'était ce qui avait marqué. Non, il ne s'est pas arrêté là, quand même. Il y avait une phrase, après, je crois, en latin, c'est ça? Voilà. Non, pas du latin. Je crois que ça date de la Mésopotamie, c'est de l'Ancien Testament. Hein. Quelle langue parlait-il à l'époque de Nabucodonosor? Je ne peux pas vous dire exactement, mais c'était une référence assez... L'analyse n'était pas bonne. Non, mais de toute façon, ce n'est pas du tout sympathique de la part de Jean-Marie Le Pen que de pointer maintenant les éventuelles faiblesses du Front National. C'est extrêmement désagréable. Revenons sur la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen. Ça laisse
avec le recul maintenant, puisqu'on a un petit peu de recul, même si l'histoire ne semble pas totalement finie, ça laisse quand même une image, une impression de parti finalement ordinaire, avec ses affaires, ses querelles d'ego, un peu un parti comme les autres finalement, alors que c'est votre positionnement politique de dire que vous êtes différent. C'est-à-dire que les partis, les autres partis, à mon avis, ne tranchent jamais dans le vif. Je vous prenais l'exemple de M. Bédier ou de M. Aeschlimann. Il y avait quand même des ennuis très graves avec ces personnes. Ils sont suspendus ou exclus quelque temps et après ils reviennent en force, puisque M. Bédier reprend la tête du Conseil général des Yvelines. Nous, avec Jean-Marie Le Pen, nous avons tranché dans le vif, dans des conditions difficiles et douloureuses, mais nous avons fait le boulot. Voilà. Justement, à titre personnel, vous qui avez été un proche de Jean-Marie Le Pen, est-ce que c'était difficile à vivre? Très difficile, c'est extrêmement difficile, très pénible, extrêmement pénible. Il y a des choses qui nous dépassent un peu. Le Front National lui-même, qui dépasse Jean-Marie Le Pen, qui dépasse Marine Le Pen, la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen aux élections présidentielles. Dans ces cadres-là, dans ce nouveau cadre-là, nous sommes contraints d'écarter, si on peut le faire, des obstacles qui sont sur cette route. Ça veut dire que l'ambition doit aller au-delà des sentiments? C'est pas une ambition, monsieur, c'est les espoirs énormes qu'un grand nombre de Français mettent en nous et mettent en Jean-Marie Le Pen et en Marine Le Pen. On n'a pas le droit de les décevoir. Je vous dis, le Front National nous dépasse et surtout les électeurs du Front National et les électeurs de Marine Le Pen. Le parti prime avant les personnes, c'est ça en fait. Le parti et ce qu'il représente auprès des électeurs et cette possibilité de victoire aux élections présidentielles. C'est pas de l'ambition, c'est pas une truc de question de personne, de Marine Le Pen serait candidate, comme ça. Tout ça nous dépasse un peu, c'est plus fort que nous, plus haut que nous et nous devons ça à nos électeurs actuels et à nos futurs électeurs. C'est une question de devoir. Qu'est-ce qui est différent au Front National aujourd'hui, si on le compare au Front National dirigé par Jean-Marie Le Pen, que vous avez bien connu, vous, puisque vous êtes rentré au Front National en 1987. Qu'est-ce qui est différent? C'est la professionnalisation. C'est le sentiment, plus important qu'avant, qu'un responsable politique n'est fait que pour apprécier les problèmes actuels de ses contemporains et ne faire qu'une seule chose, essayer de les prendre à bras-le-corps et essayer de les résoudre. À ses propres problèmes, ses propres fantasmes, ses propres désirs n'ont aucun intérêt. Et voyez, vous me parliez de Jean-Marie Le Pen, on a quand même l'impression que seule sa personne l'intéresse. Voilà. Et ça, je pense que c'est une faute énorme. Et notre propre personne doivent disparaître par rapport aux problèmes, à ce que nous analysons comme étant les problèmes actuels de nos contemporains. Et les idées politiques ont-elles changé, puisque les problèmes contemporains ont évolué? Mais on a l'impression que les idées, elles sont restées les mêmes. Il y a un certain nombre d'idées politiques, de fondamentaux qui restent, mais nous devons coller au terrain, nous adapter aussi aux codes de notre époque. Les codes médiatiques de 2015 n'ont rien à voir avec les codes de 1970. Vous voulez dire qu'avant, on pouvait dire des choses... On vivait dans une société beaucoup moins médiatique et surtout beaucoup moins compassionnelle. Alors on dit « Ah, c'est très pénible, c'est embêtant, faut toujours... » Oui, mais c'est comme ça, voilà. Si on ne veut pas, la politique, on n'est pas obligé de faire de la politique. On peut faire 10 autres choses et on n'est pas obligé de se confronter aux médias, aux journalistes, aux radios, aux télévisions, tout le temps. Si on veut le faire, et si en tant que responsable politique... si en tant que responsable politique professionnel, on veut avoir affaire aux journalistes professionnels, et vous êtes des journalistes professionnels, il faut adapter les codes médiatiques et les codes de l'époque. C'est obligatoire. Aujourd'hui, il n'y a plus de tensions au sein du Front National, c'est fini? Il y a toujours des tensions. Les partis politiques, c'est une société... c'est nécessaire peut-être même. Les partis politiques? Les tensions? Non, les tensions, les débats... Oui, enfin bon, il y en a certaines dont on se passerait, mais les partis politiques, c'est quelque chose d'extrêmement important dans une démocratie, surtout dans la démocratie française. Ce sont des espèces de... Puis en plus... Si vous voulez, les partis politiques n'appartiennent pas à ses dirigeants ou à ses adhérents. Il appartient surtout aux électeurs. Hein. Et puis en plus, je vous rappelle... Vous étiez sûr que les électeurs voulaient la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen? Je pense, oui. J'en suis même persuadé. Vu ce qui s'est passé depuis que nous avons décidé qu'il serait suspendu, c'est-à-dire, en fait, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de réaction, on a eu 30 cartes en retour, il n'y a pas eu de démission de cadres locaux, ni de cadres plus supérieurs, rien du tout. Donc, on comprend bien et on voit bien que les électeurs, les adhérents, les sympathisants nous le demandaient, qu'ils sont très heureux de cela, même si c'est difficile. Une question d'un autre ordre, est-ce que c'est difficile de se faire sa place au Front National quand on n'est pas un Le Pen ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Notamment sous l'empire de Marine Le Pen, font leur place ceux qui travaillent. Vous parlez d'empire ? Oui. L'empire, voilà. Oui. Oui, sous la direction, hein, d'accord. La présidence. La présidence de Marine Le Pen, pas la monarchie de Marine Le Pen. Ceux qui travaillent se font très facilement une place. L'autre actualité du Front National, c'est la création d'un groupe, on va dire, eurosceptique au Parlement européen, sous l'impulsion de Marine Le Pen. Un groupe dont d'ailleurs son père et Bruno Gollnisch ne font pas partie. Est-ce que c'est une vraie victoire pour votre parti, ce groupe ? Oui, c'est considérable, parce qu'on a eu beaucoup de mal. Toutes les choses trappes et toutes les difficultés nous ont été élevées. Monsieur Nigel Farage, l'anglais, s'est comporté comme un anglais, c'est-à-dire de façon habituellement très déloyale. Je vous dis ça parce que moi je suis un artésien à côté de Calais et on se souvient encore des bourgeois de Calais et de la guerre de 100 ans. Voilà tout ce qui s'est passé aussi avec la présidence du Parlement européen, ces histoires d'assistants parlementaires, etc., etc. Malgré tout cela, on y est arrivé. Voilà. Et j'espère que ce groupe va durer le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la mandature. Vous qui êtes le trésorier du Front National, c'est également des moyens en plus. Combien ça représente ? Oui, mais ce ne sont pas des moyens directement pour le Front National. Je ne sais pas combien ça représente. On a eu des chiffres divers. 20 millions d'euros ? Oui, mais pour toute la mandature, pas par an. Je crois que c'était... Pour toute la mandature. 4 millions et des quelques par an. Mais ça ne vient pas directement au Front National. Il y a une étanchéité importante entre les deux budgets. Mais de toute façon, ça aidera les députés sur le plan politique à ce qu'ils fassent leur travail, à ce qu'ils fassent passer les idées du Front National. Donc on en récupérera de toute façon les bénéfices politiques. Quel sera l'objectif de ce groupe baptisé Europe des Nations et des Libertés ? Est-ce que vous aurez vraiment la possibilité de changer l'Europe avec ce groupe d'une trentaine d'élus sur un Parlement qui en comporte plus de 700 ? De tenter de changer l'Europe. Je pense que le travail parlementaire de ces députés sera grandement amélioré, qu'ils auront un poids beaucoup plus important. Et ce qu'il faut, c'est que par les votes à l'intérieur du Parlement européen, sur un certain nombre de sujets, on puisse emporter le morceau. Et surtout, il faudrait que la démocratisation soit plus importante au Parlement européen, parce qu'il faut bien dire quand même qu'à l'heure actuelle, l'Europe, l'Union européenne, est une petite dictature. À laquelle vous participez maintenant. Oui, d'accord, on participe de l'intérieur, justement pour tenter de la démocratiser. J'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent le Front National se bat contre l'Europe, mais quand il s'agit de participer à ces institutions et toucher de l'argent, c'est comme finalement. Les critiques, non, c'est pas toucher de l'argent. On ne touche pas de l'argent, oui, d'accord. Mais c'est comme le Parlement national. Nous critiquons énormément la façon dont fonctionne le Parlement national actuel et le fait que ce soit devenu, depuis la Constitution de la 5e, un Parlement croupion. Nous réclamons la proportionnelle. Nous voudrions que le Parlement reprenne la maîtrise de son ordre du jour national, etc. Mais malgré ça, on se fait élire député le plus possible. Enfin, pour le moment, on n'en a que 2. Mais on essaiera de se faire élire. Je vois pas vraiment intellectuellement comment est-ce qu'on peut apporter ce genre de critique, qui est de dire, vous critiquez le système, mais vous y rentrez quand même. Bien entendu qu'on y rentre pour arriver de l'intérieur à le réformer, c'est clair. Avant de faire une pause musicale, un mot sur les soupçons qui pèsent sur le Front National. Une enquête est menée sur le financement supposé illégal de 2 campagnes, dont les législatives de 2012, où votre nom est cité. D'ailleurs, pareil pour des assistants parlementaires, vous en parliez, européens, qui travailleraient principalement pour le parti, mais en France. Tout ça, c'est de l'acharnement, vous pensez, politique ? Ah oui, je crois, oui. Quand j'ai vu la façon dont mon propre cas a été traité et où le procureur de la République de Paris, pour tenter de me traîner dans le bureau des juges d'instruction et de me faire mettre en examen, s'appuie sur un texte qui a disparu, qui n'existe plus. Vous savez, franchement, d'abord, c'est pas fort, et deuxièmement, c'est bien... C'est vous qui avez découvert d'ailleurs le... Oui, moi j'ai regardé mon code, un code à jour, alors que lui, il a pris un vieux code. Non, vraiment. Et donc, j'ai la preuve là qu'il s'agit d'un acharnement médiatique. J'ai d'ailleurs dit que je vais assigner l'État français en dommages et intérêts pour préjudice du fait du mauvais fonctionnement de la justice. Voilà, c'est une technique qui existe et je vais la mettre en œuvre. Je ne veux pas laisser passer ça. Je suis quand même le trésorier, un membre du bureau exécutif du premier parti de France. Faut pas l'oublier. C'est pas moi, ma petite personne. Le premier parti aux élections européennes.
Non, au départemental aussi. D'accord, c'est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes en compagnie de Valéran de Saint-Just, candidat du Front National pour les régionales en Ile-de-France. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Valéran de Saint-Just, trésorier du Front National et candidat pour les élections régionales en Ile-de-France. Dites-nous clairement, quel est l'objectif pour le mois de décembre en région Ile-de-France? C'est la victoire? Non, je peux pas. J'aurais l'air un peu ridicule de dire que cette fois-ci, je vais prendre l'exécutif d'Île-de-France, parce que la dernière fois, en 2010, nous sommes restés sous la barre des 10% et nous n'avons plus eu d'élus à l'Île-de-France. Alors je crois qu'on en avait depuis 86 et ça nous a coûté un gros préjudice politique. Donc l'ambition, là, c'est de faire le meilleur score possible, d'avoir le plus grand nombre d'élus possible et de recréer un groupe. Vous avez un objectif chiffré? Écoutez, on voit dans la presse, vous dites une trentaine. C'est ce que disent les sondeurs et les spécialistes. Les sondeurs parlent de 18%. Entre 15 et 20%, vous êtes crédité. Entre 15 et 20%. Voilà, ça fait entre 26 et 31 ou 32 élus. C'est-à-dire que la course se fera dans un schéma classique entre, on va dire, la droite et la gauche. La fausse droite et la fausse gauche. Pourquoi la fausse droite et la fausse gauche? Parce que l'ex-UMP, les prétendus républicains, c'est pas la droite. Et la gauche, il y a longtemps qu'elle a abandonné les fondamentaux de la gauche, et notamment les fondamentaux socialistes. C'est une région particulièrement difficile, l'Île-de-France, pour le Front National. Pourquoi, selon vous? C'est une région difficile à Paris, parce que M. Delanoë a réussi depuis 12 ans à refaçonner quasiment la sociologie parisienne. Dans les Hauts-de-Seine, tout est verrouillé par l'ex-UMP. Dans la Seine-Saint-Denis, tout est verrouillé par M. Barthelone et le Parti socialiste. Dans le Val-de-Marne, tout est verrouillé, enfin une bonne partie verrouillée, là aussi par le Parti socialiste et le Parti communiste. Là où nous faisons de très bons scores, on l'a vu aux européennes et on l'a vu aux départementales, ce sont dans les 3 départements de la Grande Couronne. Et aussi dans les départements de la Petite Couronne. On a fait des bons scores dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, mais en Seine-et-Marne, dans le Val d'Oise, dans les Yvelines et dans l'Essonne, les 4 départements de la Grande Couronne, nos scores sont très bons. Et ça laisse augurer des bons scores C'est d'ailleurs dans les Yvelines que vous avez la seule mairie d'Île-de-France de votre histoire. Exactement. À Mantes-la-Ville. Pendant la campagne pour les départementales, on a reçu à Radio Sensation une partie des candidats frontistes qui s'en prenaient globalement à l'échelon régional pour eux, trop important, trop gros, trop éloigné des citoyens, à l'inverse des départements. Quel est votre point de vue à vous là-dessus? Ils n'ont pas tort. Le Front National est attaché à la pérennité des communes et du département. Il a combattu la réforme des régions telle qu'établie par M. Hollande. Qui doit pousser à une voilà, mais ça n'a pas eu d'effet. 22. Ça n'a pas eu d'effet en Ile-de-France puisque sur le plan géographique, on n'a pas bougé. Mais nous serons, je pense, radicalement contre toutes les réformes institutionnelles concernant le Grand Paris, la métropole, etc. Nous pensons et les critiques se font quand même moins virulentes plutôt sur la région maintenant qu'on a l'impression qu'il y a une échéance électorale. C'est faux cette analyse? Non, c'est-à-dire que nous avons beaucoup critiqué la réforme des régionales dans les autres régions, parce qu'à Paris, ça ne change pas beaucoup. Les régions existent maintenant depuis longtemps, elles font presque partie, elles faisaient notamment avec les anciennes régions partie du paysage politique français. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les régions se développent au détriment des départements et au détriment des communes. Les départements et les communes doivent garder leurs pleines compétences actuelles. Alors vous, contrairement à Valérie Pécresse et Claude Barthelone, vous n'avez pas encore officiellement lancé votre campagne électorale. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir un hashtag qui s'intitule « J'en ai déjà marre de Valérie ». Voilà. Enfin, Valérie, Valran, vous voyez, j'aurais un hashtag qui me dirait « J'en ai déjà marre de Valran », je serais un peu embêté. Or, c'est un des hashtags les plus courus sur le réseau Twitter à l'heure actuelle. Elle a commencé beaucoup trop tôt. Claude Barthelone, son lancement de campagne à Créteil, il a eu beaucoup de monde, mais médiatiquement, ça fait un flop total. Personne n'en a parlé. Tout le monde, d'abord, personne ne sait qu'il y a des élections régionales. Les électeurs ne s'y intéressent absolument pas. Le 6 et 13 décembre. Départementales. Oui, en mois de décembre. Tout ce qui se sera passé avant les vacances sera oublié par les électeurs. Et donc, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et nous allons faire ça, non pas tranquillement, parce qu'on a déjà commencé à beaucoup travailler. En ce moment ? Oui, on est en plein dans notre programme, en plein dans notre organisation et en plein dans notre mobilisation. Moi, j'ai
je vois la presse des Yvelines demain. Nous avons une réunion avec tous les adhérents des Yvelines en interne, comme j'ai fait dans la quasi-totalité des départements à l'heure actuelle. Je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, je ne me souviens plus, je crois que c'est lundi prochain. On fait un travail interne très important vis-à-vis de la presse. On a un meeting à Vitry, dans le Val-de-Marne, vendredi, mais ce n'est pas un meeting dans le cadre de la campagne régionale. C'est un meeting autour de Nicolas Bell, le secrétaire général du Front. Non, on n'est pas du tout les deux pieds dans le même sabot, mais on ne fait pas ce que j'appelle faire un peu n'importe quoi, comme Valérie Pécresse et aussi Claude Barthelone. Enfin, on n'en entend pas beaucoup parler. Il a été obligé de démarrer parce que Valérie Pécresse était affublée d'une activité très, très, très importante. Mais nous, on fera ça au mois de septembre et après. Le Parisien vous prête cette phrase, nous menons ce que l'on appelle des actions catégorielles. Qu'est-ce que ça veut dire ça, des actions catégorielles ? Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, j'ai toujours fait dans mes diverses responsabilités politiques, c'est-à-dire sauter sur tout ce qui bouge. Il ne se passe rien, notamment dans le département d'Île-de-France, enfin à Paris, puisque j'ai la responsabilité de Paris depuis plus de 2 ans maintenant, sans que le Front National n'intervienne. Alors ça commence par la lecture de la presse et la prise de connaissance de la presse le plus tôt le matin et l'élaboration d'une réaction, s'il doit y avoir une réaction, pendant la matinée. Selon les faits divers. Selon les faits divers, les drames, etc., etc. Et éventuellement la réaction, l'apparition dans l'après-midi ou le lendemain. Très rapidement, avec un tract spécifique, un acte militant spécifique, etc., etc. Et j'ai dans mon équipe à Paris, comme directeur de campagne, Aurélien Legrand, que vous pouvez voir d'ailleurs si vous voulez, qui est un ancien fondateur du NPA, et qui lui a été chargé des actions catégorielles au NPA. Complètement basculé politiquement. Complètement. Et mais après 4 ans de réflexion, il n'a pas fait ça à la légère. Mais moi j'aime vraiment ça, le terrain, coller au terrain, et j'essaie de dire, mais ils le font très facilement, tous les secrétaires départementaux d'Île-de-France, parce que dans tous les départements d'Île-de-France, il peut se passer à peu près quand même un gros fait divers ou quelque chose d'important. Vous connaissez bien les Yvelines, mais je crois que votre radio est un peu aussi dans les autres départements. En Essonne également. Presque tous les jours, il peut y avoir quelque chose à Fontenay-sous-Brise, par exemple, ce week-end, dans l'Essonne, avec un camp des gens du voyage. Il s'est passé des choses très pénibles. Moi, je sais pas, parce que je m'occupe de la partie Yvelines, mais D'accord, mais il y a eu des coups de feu, etc., etc. Donc vous répondez, en fait, les problèmes viennent, entre guillemets, et vous y répondez. Et le tract de Fontenay-sous-Brise, dans le sud de l'Essonne, a été distribué aujourd'hui. Vous voyez, il a été fait hier dimanche et a été distribué par le responsable local Franck Beldens aujourd'hui. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter. C'est une bataille de communication aussi, une campagne électorale ? Oui. On a constaté, notamment à l'occasion des municipales à Paris, que politique à Paris, dans la région parisienne, Front National à Paris, dans la région parisienne, le meilleur des réseaux, quand même, c'est le réseau Twitter. Alors, on soigne les sites internet. Vous êtes un fan de Twitter, vous tweetez tout le temps ? Oui, moi, voilà. On soigne les pages Facebook, mais on soigne beaucoup le réseau Twitter. C'est extrêmement moderne, efficace, tant pour être informé. Il n'y a pas un fait divers. Vous pouvez souvent être battu par le réseau Twitter, vous les journalistes, parce que il y a un gros fait divers dans la région parisienne. La plupart du temps, moi, j'ai quand même quelqu'un à laquelle je suis abonné ou qui m'est abonné, qui passe à proximité et qui, dans les quart d'heure, tweet qu'il s'est passé telle chose. Et pour répandre aussi nos positions, c'est assez utile, très utile. Votre projet pour l'Île-de-France est-il arrêté ? Pas complètement, non. Il va commencer par un examen complet du budget de la région et par une proposition de baisse de la fiscalité pendant la mandature et ensuite par un projet qu'on est en train de finaliser en ce moment, assez original et pas révolutionnaire, presque en ce qui concerne l'action économique. Sur votre compte Twitter reviennent souvent des messages liés à l'insécurité dans les transports, par exemple. Vous relayez ce qui s'est passé aussi dans le Val-de-Marne, à Les Roses récemment, avec 2 fusillades. La sécurité, ce sera un thème phare de votre campagne ? C'est parce que c'est une des préoccupations principales des franciliens. C'est d'ailleurs Vous en êtes sûr de ça ? Oui, sûr de ça. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles ils ne prennent pas
les transports en commun. Enfin, c'est pas la raison principale, c'est une des raisons, notamment chez une certaine frange de la population, pendant la journée, le soir tard. Je peux vous dire qu'on a une réunion ce soir ici. Il y a notre responsable départemental de l'Essonne, elle a 27 ans, qui vient, on va terminer à 10h du soir. Il est hors de question qu'elle reparte en RER ce soir, à 10h du soir, dans l'Essonne. C'est pas possible. Donc, Comment ça, c'est pas possible? Parce que les risques pour une jeune fille de 27 ans dans le RER à 10h du soir entre Nanterre et l'Essonne sont trop grands. Peut-être, elle repartira pas de toute façon. Hein. Il lui arrivera rien. Non, mais ou je lui paie un taxi ou comme ça, mais elle ne repartira pas en RER. Mais elle a trop de chance. Et voilà. Et c'est vraiment très pénible. Ça fait un peu peur tout de même. Oui, mais on est obligé de le dire. Ce qui s'est passé à l'Île Rose. Nous, on a été sur le marché dimanche matin, les Roses, monsieur. On a été confrontés à des gens qui nous ont parlé, qui avaient vraiment envie de parler pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, qui nous ont dit qu'ils habitaient la Île Rose depuis 20 ans, 30 ans, qu'ils étaient nés là et qu'ils en avaient par-dessus la tête du trafic de drogue. Car on parle de l'insécurité dans le transport en commun, mais une des principales causes de l'insécurité dans les 203 quartiers classés zones urbaines sensibles en Île-de-France, la principale cause, c'est le trafic de drogue. Et ça, c'est la complicité de l'ex-UMP et du PS. C'est tous les deux, ils sont responsables de la construction et de la gestion de ces quartiers depuis 30, 40, 50 ans. Vous, à la région Île-de-France, comment vous répondez à ces problèmes-là? Il va falloir faire un effort considérable. Il va falloir tout remettre à plat, notamment ce qui concerne la politique de la ville, l'aménagement du territoire, etc., etc. Mais ce qu'il faut, c'est très rapidement donner aux Franciliens, mais aux Français aussi, parce que ce n'est pas un problème exclusivement francilien. Je parle de Grenoble. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est insupportable. On sait que depuis 10 ans, il y a eu 120 policiers en moins dans Grenoble. Et c'est la même chose à Paris, c'est la même chose dans la région parisienne. Il va falloir donner très rapidement des signaux importants à nos compatriotes que nous ferons quelque chose d'effectif en ce qui concerne la politique de la sécurité et la politique d'immigration. Quels seront vos autres thèmes de campagne, les thèmes classiques d'une campagne pour les régionales à Paris? C'est le logement, les transports. Est-ce que ça sera aussi la fiscalité, l'action économique, les transports bien évidemment, c'est-à-dire mais sous l'angle sécuritaire ou sous un autre angle également? Tous les angles. Je prends l'exemple précis dont on a encore discuté aujourd'hui du Grand Paris Express. Vous savez, la grande boucle. Le futur métro. Les grandes lignes de métro qui vont arriver jusqu'en 2030. Moi, je pense qu'il est raisonnable de consacrer l'argent qui devrait être consacré à cela à améliorer l'existant. Donc, l'existant est tellement en mauvais état. Machine arrière sur le Grand Paris Express. Machine arrière, vous savez, la machine n'est pas encore vraiment lancée. Ça doit rentrer en place normalement, en tout cas, la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016. Ouais, tout le monde demande le report en 2017. Tout ça n'est pas financé en plus. Tout ça n'est pas financé. Dans les projets budgétaires à moyen et à long terme de Paris, des départements et de la région, tout ça n'est absolument pas financé. Pourquoi est-ce qu'on va aller... Voilà, la même question se pose pour les Jeux Olympiques et l'Exposition universelle. Est-ce qu'on a l'argent de les faire? Vous aurez un projet particulier pour la Grande Couronne, là où potentiellement, vous le disiez tout à l'heure, vous pouvez réaliser vos meilleurs scores? Je ne sais pas encore. Parce que pendant les municipales à Paris, moi j'avais dit pas de grands projets pendant 5 ans compte tenu de l'état des finances de la municipalité de Paris. On peut être amené à dire ça pour toute la région Île-de-France. Pas de grands projets, mais tout l'argent consacré à améliorer de façon considérable et très importante l'existant. Le parti politiquement le plus proche de vous, c'est Debout la France, le parti fondé et présidé par Nicolas Dupont-Aignan, également candidat en Île-de-France et que nous avons reçu ici il y a quelques semaines. Proche politiquement, est-ce que ça veut dire probable alliance ou c'est un pur fantasme? Ah non, monsieur, ça dépend, pour se marier, il faut être deux. Et il y a des discussions? Monsieur Dupont-Aignan passe son temps à fuir. Il passe son temps à trouver une raison et des nouvelles raisons à chaque fois de ne pas vouloir parler, et d'ailleurs de parler de façon méprisante à chaque fois du Front National. Nous pourrions discuter avec M. Dupont-Aignan, mais encore une fois, même pour s'asseoir autour d'une table, pour prendre un café, pour déjeuner ou prendre un café, c'est pas possible. C'est comme... voilà, il s'enfuit tout le temps. Bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Je pense que de toute façon, M. Dupont-Aignan ne fera pas 5%.
bien entendu, ne fera pas 10%, et je pense que tous ces électeurs voteront pour moi au deuxième tour. C'est ce que disent d'ailleurs à l'heure actuelle les sondages. Madame Pécresse en était étonnée, mais je pense qu'elle aura d'autres étonnements d'ici le mois de décembre. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Valérand de Saint-Just d'avoir participé à cette émission. Merci Je rappelle que beaucoup. vous êtes candidat pour les élections régionales en Ile-de-France pour le Front National. C'était la dernière émission de cette saison. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dès le mois de septembre. Merci également à Franck David qui m'aura épaulé toute cette saison pour ces émissions. Bonne fin de week-end à tous et bon été. L'hebdo politique.